Je pense que ça commence, Michael. Alors, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ces quelques minutes de retard qui sont à la fois dues à des raisons techniques, mais également à des raisons organisationnelles. Ce webinaire devait être présenté et animé par Pascal Gilles, qui ne peut hélas pas être présent avec nous pour le moment. On espère qu'il va pouvoir nous rejoindre d'ici à quelques minutes. Et donc, je vais avoir la responsabilité de le remplacer au pied levé. Donc, on vous prie tout d'abord de nous excuser pour cette organisation qui va être un petit peu chaotique, mais malgré tout, on a tout préparé et on va pouvoir vous proposer un webinaire qui porte donc aujourd'hui sur la question suivante: comment faire de nos établissements des lieux de démocratie pour nos élèves? Et nous serons deux pour le moment à vous accueillir dans le cadre de ce webinaire. J'ai la chance de pouvoir être accompagné aujourd'hui de Gladys. Gladys qui va pouvoir se présenter. Bonsoir à tous, je m'appelle Gladys Adenaï-Robin. Je suis déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne pour l'Académie de Guyane. Ça fait 4 ans que j'exerce ces missions. Et à mi-temps, je suis aussi chargée de mission établissement vie scolaire auprès de l'inspecteur EPS. Donc effectivement, l'expérience et le terrain me permettent d'aborder ce sujet de l'engagement et de la démocratie scolaire au sein de nos établissements. Merci beaucoup Gladys. Alors à mon tour, Michael Bertrand, je suis professeur d'histoire, géographie, histoire-géographie, sciences politiques, géopolitique, EMC également, dans un lycée dijonnais, le lycée international Charles de Gaulle de l'Académie de Dijon. Et je fais par ailleurs partie de l'équipe laïcité, valeurs de la République de l'Académie de Dijon. Et donc, c'est avec ces deux casquettes qu'on voudrait aujourd'hui discuter avec vous de la question de la démocratie, de l'exercice de la démocratie à l'intérieur de nos établissements scolaires. J'en profite également en guise d'introduction pour vous rappeler que vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat tout au long de ce webinaire et on pourra réagir en fonction de vos différentes questions, en fonction de vos réactions également. Donc n'hésitez surtout pas à faire de ce webinaire un moment le plus interactif possible. Alors pour commencer, il nous semble quand même intéressant de définir, de poser quelques jalons de définition sur le sujet et tout d'abord de définir la notion d'engagement et peut-être la notion d'engagement scolaire. Alors Gladys, est-ce que tu veux bien commencer pour nous dire ce que l'on entend dans l'institution comme engagement scolaire? Alors, moi, j'ai envie de dire que lorsque j'ai pris mes missions il y a 4 ans de DAVL, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment aller sur le terrain auprès des jeunes. Parce qu'ils avaient ce sentiment que l'institution leur imposait, si tu veux, des normes et puis ils devaient qu'obéir. Et qu'ils n'avaient aucun mot à dire sur ce qu'ils pouvaient faire au sein de leur établissement. Donc, il a fallu aller sur le terrain, écouter un peu nos jeunes sur ce que représentait pour eux l'engagement. Et au fur et à mesure, on a bien compris qu'il y avait des choses qu'ils avaient envie d'améliorer, ils avaient envie d'innover au sein de leur établissement. Et au-delà de ces projets, c'est aussi cette stature de l'élève, du lycéen, du collégien, qui était en train de s'affirmer, d'avoir une confiance en lui, d'avoir des idées et surtout d'être responsable par rapport à tout ça. Donc, il s'engageait non seulement à porter auprès des autres une idée et à tenir sur le long terme au niveau de l'année, et surtout à avoir, si tu veux, la parole donnée. Donc cet engagement, c'était tout d'abord un engagement personnel, qui était pour lui, mais aussi un engagement à partager avec les autres. Et c'était aussi une forme de responsabilité et d'autonomie. Donc, tout au long de ces années que j'ai pu faire avec ces jeunes autour de l'Académie de Guyane, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin aussi qu'on leur fasse confiance. Donc, l'engagement pour eux, c'est quand même quelque chose de personnel. Aussi, ils ont le droit à l'erreur. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de faire quelque chose qu'on ne peut pas échouer, mais au moins, on a essayé. Donc, c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est aussi un développement personnel pour eux au sein de leur établissement. Et ils s'approprient aussi cette vie qu'ils ont en collectivité
et ces valeurs aussi de citoyens, de républicains qu'ils ont au sein de leur établissement. Ok, merci beaucoup. Donc on sent que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est pensé au sein des établissements scolaires. Alors moi, je vais forcément apporter un petit peu le regard de l'enseignant sur ceci. Et puis, en fait, on a des études qui nous montrent que cette notion d'engagement, elle est présente dans nos établissements. On sait qu'on a beaucoup d'élèves qui s'engagent de différentes façons et on aura peut-être à revenir ensemble sur ces différentes façons. Mais on a aussi une forme de désengagement contre laquelle on essaie de lutter. Alors, quand je dis qu'on a des chiffres, c'est notamment une grande étude du CNESCO qui a été publiée en 2018, qui fait référence quand même sur le sujet de l'engagement des élèves et des jeunes de manière générale. Et à mon sens, il semble important quand même de relier pour le coup cette question d'engagement scolaire à la question de l'engagement non scolaire. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nos jeunes ont très peu confiance dans le système politique actuel. Pour vous donner quelques chiffres, on a 25% des élèves qui n'ont pas ou peu confiance dans le système démocratique auquel ils appartiennent en France, et on a 80% des élèves qui ont peu ou pas du tout confiance au gouvernement. Et moi, cette question de confiance, qui a priori est extrascolaire, je la relie quand même à la question de la confiance envers les institutions scolaires. C'est-à-dire que quand on leur pose la question, on a quand même 49% des élèves de terminale, en l'occurrence, qui pensent que l'on ne tient pas en compte de leur avis dans les conseils de classe. Et pour moi, ça, c'est hyper important parce que ça pose quand même les enjeux civiques de l'école, puisqu'on sait par l'intermédiaire des travaux de Géraldine Bozek que la participation des élèves à la vie collective de leur établissement pendant leur scolarité a un effet direct sur leur niveau de connaissance civique et ensuite sur leur participation et leur engagement en tant qu'électeurs, en tant qu'adultes, en tant que citoyens. Donc on sait bien que cette question d'engagement, il faut qu'elle soit travaillée et que ça dépasse uniquement le strict cadre de la volonté d'un engagement scolaire. On est clairement là en train de les préparer pour l'avenir et pour leur rôle de citoyen. Alors du coup, est-ce que Gladys, toi, tu as des idées, des projets qui te viennent à l'esprit dans ce cadre et dans cette perspective? Alors, non seulement, effectivement, il y a des idées, il y a des projets, mais il y a aussi des résultats sur des élèves que j'ai eus au sein du conseil académique à la vie lycéenne et dans les conseils de vie lycéens, qui sont actuellement étudiants, qui s'impliquent au sein de leur université, qui mettent en place aussi si tu veux, des épiceries solidaires pour les étudiants face à la crise. Et j'ai envie de dire que bon, ça prouve que ça a quand même servi de permettre à ces jeunes d'exercer leur engagement au sein de l'établissement. Effectivement, il faut aussi, j'ai envie de décomplexer l'engagement. L'engagement n'est pas réservé à une élite. L'engagement, c'est pas forcément se retrouver devant, si tu veux, le chef d'établissement, aborder des sujets peut-être très thématiques sur le règlement intérieur ou autre. Ça peut être aussi sur la vie du collège, ça peut être aussi sur le vivre ensemble, sur s'inquiéter sur les élèves à la demi-pension qui n'arrivent pas à se nourrir, ou bien à ceux qui, effectivement, n'arrivent pas peut-être à travailler dans des bonnes conditions. Donc, décomplexer l'engagement, ne pas le rendre élitisme comme on pourrait le croire. Et moi, je vois, en tout cas au sein de l'Académie de Guyane, qu'on a beaucoup de jeunes qui ont envie d'aider à l'extérieur, dans leur quartier. Ils voient aussi des jeunes qui sont en difficulté, ou même, on n'est pas obligé d'être dans la difficulté, on peut être aussi dans l'inclusion au niveau du handicap. Il m'est arrivé une fois, je pense que c'était la deuxième année de mes missions de CAVL, d'avoir un collègue CPE qui me demandait est-ce que tel élève pourrait être candidat au CAVL. Je lui demande pourquoi tu me poses la question. Il me dit parce qu'il est en fauteuil roulant. Ça m'a choqué. Je me suis dit, quand même, tu me demandes si un élève en situation de handicap peut s'engager au sein de l'académie.
Mais bien au contraire, c'est justement l'opportunité pour tous les élèves de s'engager. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il était en fauteuil roulant. Les élus du CAVL, à chaque fois qu'on avait des rencontres avec le ministre, enfin avec le recteur, me disaient, madame, on sait qu'il faut qu'on ait un véhicule adapté pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Et il avait énormément de choses à dire sur le sport, sur les conditions de vie au sein des établissements, sur l'accessibilité au niveau des structures. Donc oui, l'engagement, il est... Mais je ne vais pas mentir, beaucoup de jeunes m'ont dit, madame, on veut bien, mais est-ce qu'on va nous écouter? Est-ce que notre parole a une valeur? Est-ce que ce n'est pas juste du blabla? Parce que si c'est juste pour nous faire s'asseoir et puis participer à des commissions, ce n'est pas la peine. Et effectivement, il faut donner du crédit à la parole de l'élève. Parce que, comme je leur ai dit, je veux bien que vous puissiez revendiquer, mais argumenter. Ils argumentent, encore faut-il tenir compte des propos de nos jeunes. Et ça, c'est peut-être plus difficile pour certains adultes. Ah oui, on sent bien que si on veut qu'ils s'engagent, il va falloir leur laisser de la place pour l'engagement. C'est vrai que là-dessus, on sait aujourd'hui qu'il y a une énorme différenciation sociale des élèves qui s'engagent dans les établissements. On sait bien que les élèves issus de milieux défavorisés s'engagent moins. On sait bien que les filles également s'engagent relativement moins, en tout cas sur certaines actions précises. Et on a également certaines études qui nous ont montré que les élèves très favorisés également finalement participent moins, puisqu'ils ont tendance à plutôt privilégier les savoirs scolaires, le métier d'élève, au détriment d'une forme d'engagement qui leur apparaît comme un peu moins utile immédiatement. Et encore une fois, du coup, on a des statistiques, je vais revenir un petit peu là-dessus, ça va être mon rôle aujourd'hui, de rappeler quand même qu'on a un panorama qui nous montre, par exemple, qu'on a 63% des élèves qui quittent le lycée en nous expliquant qu'ils n'ont jamais participé à un projet citoyen avec leurs enseignants. On a seulement 25% des élèves qui ont été délégués au cours de leur scolarité lorsqu'ils quittent le lycée. Et ensuite, si on avance sur les différentes formes d'engagement, on n'en a que 5% qui ont été à un moment donné délégués au conseil d'administration ou délégués pour la vie lycéenne. Donc on voit bien qu'on touche une minorité, on voit bien qu'on a une minorité qui est d'ailleurs très ciblée et on arrive à avoir lesquels ne sont pas concernés, invités, n'arrivent pas à intégrer toutes ces institutions. Maintenant, effectivement, on se pose la question de savoir comment on leur laisse la place. Et en se posant la question de comment est-ce qu'on leur laisse la place, peut-être qu'on doit aussi se poser la question du regard que les élèves ont sur cette forme d'engagement. C'est-à-dire, finalement, est-ce que nos élèves ne se demandent pas à quoi ça sert tout ça? Alors du coup, est-ce que dans ton académie, vous avez des moyens, des techniques, des outils qui ont été développés pour réussir à montrer aux élèves la plus-value de leur engagement au cours de leur scolarité? Alors, moi je sais, bon, c'est une petite académie, elle n'est pas aussi grande que celle de Paris, de Versailles, mais je sais que les chefs d'établissement, les PRDIR, font en sorte de valoriser en tout cas l'engagement des jeunes, ne serait-ce qu'à un moment donné, parce que tu sais qu'on a quand même deux instances. On a les CVL pour les lycées, les CVC pour les collèges, mais on a aussi cette partie un peu plus, j'ai envie de dire, moins aristocratique, c'est-à-dire les MDL et les foyers socio-éducatifs, qui permettent aux jeunes, effectivement, de proposer à l'ensemble des collégiens ou des lycéens des activités au sein de l'établissement, voire en dehors. Moi, je sais qu'il y a des lycéens qui ont prévu de faire des jumelages avec nos pays voisins, que ce soit le Suriname ou le Brésil, de faire des échanges au niveau scolaire. Si tu veux, ça crée quand même une dynamique parce qu'on a quand même un mélange culturel assez important dans notre académie, et ce qui a permis de faire des adhésions. Et ils font aussi des journées à thème. Venez avec votre culture, que ce soit amérindienne, bushnangé, créole, brésilienne, surinamienne. Donc, si tu veux, ça crée un vivre ensemble dans les établissements. Et je sais, par exemple, pour cette année, des établissements ont fait, évidemment, le ministre l'avait demandé, qu'il y ait une entrée en musique.
Et ben, certains MDL ont décidé de proposer à leur perdir de faire une entrée en musique en invitant localement un chanteur plus ou moins connu pour qu'il puisse accueillir les entrants, les secondes, pour qu'ils puissent se sentir bien. Donc, effectivement, dans notre académie, on essaye de faire en sorte que ça soit assez large, que ça touche tout le monde. Comme je dis, on n'est pas obligé d'être au conseil d'administration, mais on peut être aussi dans un groupe d'écoute, on peut être aussi à l'UNSS. Actuellement, on essaye effectivement de développer l'UNSS au sein de nos établissements. Déjà, ça coûte moins cher que dans un club, entre parenthèses, et ça permet aussi de permettre à tous nos jeunes. Dernièrement, j'étais dans une réunion de rentrée, 10 € pour l'année, breakdance, c'était aussi Aikido. Je veux dire que c'était assez large pour permettre aux élèves de s'intégrer et de s'affirmer dans leur établissement. Il faut rappeler qu'en tout cas pour notre académie, comme dans beaucoup d'académies, nos jeunes passent plus de temps dans leur établissement que chez eux. Donc il est important qu'ils aient un cadre où ils peuvent s'épanouir, ils peuvent échanger. Et puis, l'adolescence, on sait ce que c'est, c'est la période où on se cherche, on se découvre, on a besoin d'échanger. Donc il faut absolument qu'on inonde nos établissements de cet engagement et de cette démocratie scolaire. En tout cas, pour moi, c'est mon credo chaque année dans notre académie. Ok, merci beaucoup. Alors, on a des réactions, merci beaucoup, dans le chat, et plusieurs réactions qui se rejoignent de collègues, de chefs d'établissement qui nous disent qu'en fait, c'est dur de laisser cette liberté dans les établissements, c'est dur parce que parfois des chefs d'établissement n'ont pas eu la formation pour, et puis pour tout le monde, c'est dur de lâcher. Parce qu'on est les adultes dans les établissements, on a une certaine forme d'expérience et en fait, on a tendance à vouloir accompagner, voire suraccompagner nos élèves. Alors, Pascal, justement, dans nos réunions préparatoires, nous avait expliqué que lui, il aimait bien, en tant que chef d'établissement, lorsqu'il avait accompagné ses élèves et ses institutions, laisser les élèves se planter, y compris parfois sur des choses qui vont nous paraître très institutionnelles. C'est-à-dire quand un CVL ou un CVC décide de mener une action qui nécessite l'intervention de la mairie, on va avoir tendance à se dire que c'est à l'adulte d'appeler le maire, d'appeler un adjoint, d'appeler les services municipaux, parce qu'il y a quand même des relations institutionnelles à tenir. Et finalement, c'est peut-être une erreur. Rares sont, de l'expérience de Pascal, qui nous racontait, rares sont les maires dans une commune à rappeler l'établissement en disant j'ai eu des adolescents au téléphone, ils n'ont pas respecté les règles, etc. C'était mal préparé. Non, les élèves, quand on leur laisse la responsabilité, ils s'emparent la plupart du temps de cette responsabilité. Et même quand ils commettent quelques maladresses, la plupart des interlocuteurs ont quand même cette sagesse de comprendre qu'ils ont des jeunes en face d'eux, des jeunes en cours d'apprentissage, et que le but de tout le monde, qu'on soit membre d'une équipe éducative ou non, c'est d'accompagner ces jeunes. Alors, est-ce que tu as de ton côté des expériences comme ça où des jeunes sont mis en relation avec des partenaires extérieurs ? Nous travaillons beaucoup avec la collectivité territoriale de Guyane, qui est responsable de la construction des établissements scolaires. On travaille aussi beaucoup avec l'armée. Il faut savoir que le CSNJ est un partenaire avec lequel nous avons travaillé, par exemple, sur le concours armée-jeunesse. Oui, il faut accompagner nos jeunes, il ne faut pas non plus les laisser seuls, parce que moi, je sais que la plupart du temps, j'écoute leurs idées, je les accompagne, je les laisse s'exprimer. Souvent, ce que je dis, c'est si je parle trop, c'est que je ne fais pas mon boulot. C'est à eux de s'exprimer, c'est à eux d'être corrigés, de s'adapter. Et c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident pour eux, mais c'est tellement gratifiant quand on leur répond, quand on prend en considération même leur erreur en leur disant effectivement vous vouliez dire ça plutôt que ça, donc on est d'accord, revenez et retravaillez votre projet. Je peux t'assurer que à 100% ça réussit. Ça réussit. Et j'ai vu une remarque sur la rentrée en musique. Effectivement, c'était une idée du ministre, mais les élèves l'ont adaptée à leur idée. C'est-à-dire que, en tout cas, chez nous, c'est arrivé, il y a eu des tambours, il y a eu des danses traditionnelles,
vraiment pour pouvoir décomplexer cette rentrée et montrer que tout est ouvert au niveau des maisons des lycéens et de l'engagement, des propositions. Mais on a des chefs d'établissement qui sont très très proches quand même des CVL et qui savent très bien que si on veut un climat scolaire serein, il vaut mieux effectivement avoir ces instances qui fonctionnent, que ce soit le CVL, le CVC, la MDL ou FSE, pour, lorsqu'il y a effectivement un gros couac, une tension, qu'on puisse avoir des représentants reconnus. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les votes, il ne faut pas qu'on ait 3% de votants. Ça, c'est dur. Donc, moi, je sais que l'an dernier, avec la situation Covid qu'on avait connue, des élèves sont venus vers moi en me disant « Madame, il faut qu'on utilise Pronote. Il faut absolument qu'on vote de manière informatisée. » Donc, j'ai demandé l'autorisation plus ou moins, j'ai demandé l'autorisation au recteur, qui était très favorable, et les chefs d'établissement ont accepté. Donc, effectivement, certains établissements qui ont accepté les votes via Pronote ont eu plus de 80% de votants. C'est-à-dire que, légitimement, quand tu es élu avec 80% de votants, c'est autre chose que quand tu es élu avec 4%. On sait pourquoi, on a vu ta profession de foi, on a pu te poser des questions, et j'ai vu effectivement certains établissements beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus engagés que d'autres. Après, effectivement, cette année, je travaille sur les établissements qui ont eu plus de difficultés, et je pense qu'on va rattraper le retard. Ok. Alors effectivement, je pense qu'on est vraiment dans le sujet, c'est-à-dire que on voit bien les remarques de Stéphane dans le chat sur cette rentrée en musique. C'est clair, c'est une demande institutionnelle. Elle n'émerge pas au départ des élèves. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les élèves s'en emparent. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on a des adultes qui décident que parce que c'est le ministre qui le demande, on le fait? Ou est-ce qu'on le propose aux élèves en leur disant, voilà, vous avez l'idée, vous avez un cadre, et comment souhaitez-vous vous emparer de ce cadre? Alors moi, ça me semble, si on élargit un peu la question, poser justement la question des différentes formes d'engagement que l'on propose à l'intérieur d'un établissement scolaire. C'est-à-dire qu'on, depuis tout à l'heure, on a parlé des institutions qui existent, on sait qu'on peut être délégué, il y a des élections, etc. Mais ensuite, il y a plein d'autres formes d'engagement que l'on a commencé à évoquer ensemble, sans que ce soit associé à une élection, sans que ce soit associé à une responsabilité qui dure toute l'année. Ça peut être aussi une forme d'engagement sur 15 jours, sur une action, sur 3 mois, sans avoir forcément un statut particulier qui amènerait une espèce de légitimité. Alors, moi, en tant qu'enseignant, j'ai tendance à énormément jouer la carte d'approche jeune. Puisque finalement, ce que j'observe chez mes élèves, c'est une forme de censure liée à l'âge. C'est-à-dire que même quand on leur répète qu'ils ont le droit de s'emparer du pouvoir et qu'ils ont la possibilité d'avoir des responsabilités, ils nous expliquent quand même que il y a des adultes. Et de toute façon, les adultes manient suffisamment bien la parole et le fonctionnement institutionnel pour toujours arriver à ce qu'ils souhaitent faire. Et finalement, dans le cadre de l'EMC, moi, je les fais par exemple participer tous les ans au prix Liberté. Alors le prix Liberté, c'est un prix qui est porté par la région Normandie, qui est mis en œuvre par l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Et l'objectif, c'est de donner la possibilité à tous les élèves de pouvoir porter un projet qui leur tient à cœur, des personnalités qui leur tiennent à cœur, pour montrer que des jeunes s'engagent, et parfois s'engagent très très tôt. Alors, l'une des personnes qui a été honorée par ce prix, c'est évidemment Greta Thunberg, il y a déjà quelques années, et on rappelle que du coup, Greta Thunberg a commencé à militer à l'âge de 15 ans. Pendant longtemps, on avait Malala, qui était l'égérie de l'engagement des enfants, des adolescents. Depuis quelques années, c'est Greta Thunberg. Et finalement, en inscrivant mes élèves à ce concours, je me rends compte qu'ils ont beaucoup de références. Moi, l'année dernière, par exemple, ils m'ont présenté Melati et Isabelle Witchson. Ces deux jeunes filles ont 10 et 12 ans.
elles ont fondé une ONG à 10 et 12 ans. Une ONG qui s'appelle Bye Bye Plastique. Et en fait, elles ont réussi à faire interdire l'usage des sacs en plastique sur l'île de Bali. Elles ont réussi à faire plier leur gouvernement. Ça a été compliqué, hein, elle raconte à quel point ça a mis du temps. Et aujourd'hui, finalement, cette ONG, c'est devenu une ONG internationale. Et au-delà de ces deux jeunes filles, eh ben, on a plein d'exemples. Par exemple, nos élèves ont tous été hyper fans du film Bigger Than Us, qui est sorti en 2021, qui est justement centré sur ces engagements des enfants, des adolescents. Et ça me semble quand même hyper important pour leur montrer qu'il n'y a pas de censure à avoir en fonction de l'âge. Évidemment, la valeur n'attend point le nombre des années, ce qui nous permet de leur redonner quand même quelques petites références et de leur dire que tout est possible à condition qu'ils s'emparent évidemment de cette liberté, qu'ils s'emparent de ce pouvoir. Et ça, pour le coup, il faut absolument que ça vienne d'eux. Alors, est-ce que il y a des formes d'engagement un petit peu particulières au-delà de ce qui se passe dans les établissements? Est-ce que toi, tu arrives à voir parfois une ramification entre un engagement qui a commencé à l'extérieur et qui se poursuit à l'intérieur de l'école, ou à l'inverse, un engagement qui a commencé à l'intérieur de l'école et qui se poursuivrait ensuite au niveau associatif, au niveau humanitaire, etc. Oui, ça c'est clair et net, parce que bon, il faut savoir sur notre académie qu'on a quand même beaucoup d'élèves qui ne sont pas francophones, qui viennent des pays frontaliers de la Caraïbe. Donc souvent, bon, évidemment, l'école républicaine reçoit tous ses enfants sur son territoire, donc ils sont scolarisés au sein de nos établissements. Et au fur et à mesure, quand ils acquièrent toutes ces connaissances au niveau des valeurs de la République, de la solidarité, du vivre ensemble, de l'égalité, j'ai envie de te dire qu'il y a une forme de solidarité à l'extérieur pour pouvoir, si tu veux, aider ceux qui ne sont pas encore dans le système éducatif. Donc certains jeunes, effectivement, créent des associations à l'extérieur de nos établissements pour pouvoir, si tu veux, tout ce qu'ils ont appris à l'école, ils le transmettent après dans leur quartier, dans leur quartier informel, de façon à permettre à ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le système, qu'ils ne soient pas trop en retard. Donc c'est incroyable de voir cette solidarité qui se passe, c'est-à-dire qu'ils prennent les cours en cours, ils essayent de voir un peu les tactiques, ils mettent ça sur leur carnet, et puis après, c'est à leur tour de donner des cours dans leur quartier pour pouvoir aider ceux qui viennent d'arriver, pour qu'ils ne soient pas en retard sur la maîtrise de la langue française, sur l'écriture ou quoi que ce soit. Donc oui, l'école, ils se rendent compte en tout cas qu'au niveau de l'école républicaine, en tout cas en Guyane, ils savent la chance qu'ils ont. La chance qu'ils ont d'être dans un système où on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'être pas d'accord, on a le droit de débattre et on a le droit au savoir, qu'on soit une fille ou un garçon. Et nous, dernièrement, on a eu quand même des réfugiés syriens qui sont arrivés en Guyane. Certains de nos jeunes, quand on a abordé le terme de la laïcité, ont répondu, parce qu'on est parti à Versailles, on a eu le DGESCO en face de nous, hein, les jeunes ont abordé le sujet sur la laïcité, en disant « mais nous n'avons pas de problème de laïcité. Moi, que quelqu'un arrive voilé ou pas, écoutez, c'est un jeune comme moi-même. Donc, c'est vous qui nous embêtez avec vos principes de laïcité. Nous, la laïcité, c'est ça, c'est que chacun puisse venir comme il veut au sein des institutions. » Donc, effectivement, il y a eu un vrai débat. Et je me souviens que M. Édouard Geffray me demandait « est-ce que vous les avez préparés ?» Je dis « ah non, non, justement. Nous, on leur a simplement dit qu'ils avaient l'opportunité d'échanger avec vous sur des thématiques qui leur tenaient à cœur au sujet de leur territoire. » Et en Guyane, c'était un peu, nous, la laïcité, effectivement, on la vit sereinement. On n'a pas de complexe là-dessus. Et pour eux, c'est presque les adultes qui cherchent à complexité, à faire en sorte que ça devienne quelque chose de compliqué. Mais non, ils sont ouverts à ça. Et après, tu sais, il y a l'aspect culturel aussi. Venir la tête attachée dans certains territoires d'outre-mer, c'est culturel, c'est pas vraiment religieux. C'est une façon de s'habiller, une façon de faire, que ce soit aussi bien à Mayotte ou à La Réunion, et même en Guyane, c'est une manière d'être. C'est pas une revendication forcément religieuse. Donc oui, s'il faut aborder l'engagement en dehors, mais en partance de nos établissements, oui, il existe fortement.
Alors j'aime beaucoup forcément cet exemple parce que bon, on sait que c'est une grosse question depuis 2 ans. Il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui est sortie sur la laïcité aux yeux des adolescents d'aujourd'hui. Et la conclusion, c'est que en fait, la laïcité que nos adolescents demandent aujourd'hui ne répond plus vraiment à la laïcité de 1905. Effectivement, ils ont plutôt une vision de la laïcité plus ouverte, plutôt à l'anglo-saxonne. Et donc, le débat depuis 2 ans est de savoir si on doit faire plus d'enseignement de la laïcité pour leur faire comprendre l'intérêt de cette laïcité à la française, ou est-ce que c'est à la société d'évoluer pour s'adapter à cette nouvelle demande d'une jeunesse qui est en train de grandir, qui est en train d'imposer une nouvelle vision. Alors évidemment, ce n'est pas nous qui allons régler la question ici aujourd'hui, mais on voit bien qu'effectivement, ça se pose, et dans les différents territoires de la République, la question se pose différemment. Et justement, moi, ça m'intéresse aussi parce que ça nous montre qu'ils sont engagés. Alors, je ne sais plus qui a dit au départ de notre webinaire dans le chat que finalement cet engagement, enfin cette absence d'engagement à l'intérieur de l'école se retrouve après à l'extérieur. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Parce que là encore, on voit qu'en fait nos élèves sont très très engagés. Alors, ils sont engagés dans les idées, ils ont des convictions et ils sont capables de le dire, et ils sont engagés également, mais de différentes façons. C'est-à-dire que finalement, nous, parfois, les institutions qu'on leur propose, les outils qu'on leur propose ne leur conviennent pas, mais par contre, on sait que 44% de nos élèves, entre le collège et le lycée, sont déjà engagés dans une association. On sait que 71% sont prêts à s'engager sous la forme d'une pétition. 62% souhaitent s'engager sous la forme de manifestations. 58% sont prêts à s'engager sous la forme de boycott de produits. Et en fait, ça nous montre bien qu'ils sont prêts à s'engager, qu'ils sont conscients de certaines problématiques, de certaines questions, et qu'ils sont prêts à s'impliquer. Par contre, il y a, pour moi, le point commun de ces différentes initiatives, c'est que finalement, ils sont plutôt dans une forme d'engagement individuel au départ. Ils souhaitent agir. Voilà. Ils souhaitent agir individuellement, quitte à ce que ça change un petit peu leurs habitudes quotidiennes, et ils veulent s'inscrire dans des actions concrètes qui ont un effet immédiat et court. Alors nous, forcément, ça nous pose question parce qu'on se dit, il y a des partis politiques, il y a des syndicats, il y a un engagement sur le temps long, il faut être élu, il faut être reconnu par ses pairs. Mais finalement, est-ce que l'engagement concret et ponctuel n'est pas une première porte d'entrée qui, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, va faire les engagés de demain, les élus éventuellement de demain. Donc finalement, tout ça me conduit à dire qu'ils sont en train de nous montrer de nouvelles formes d'engagement et qu'on a probablement beaucoup à apprendre de ce qu'ils nous montrent. Alors, on a une question qui revient dans le chat également, et je pense qu'il faut qu'on prenne vraiment le temps d'y répondre. C'est une question de Anne, je crois, qui nous dit « Mais comment travailler avec nos équipes pour qu'ils puissent faire confiance aux collégiens ? Une fois que le chef d'établissement est convaincu, comment on fait pour qu'ensuite toute l'équipe éducative réussisse à suivre ?» Moi, si tu veux, souvent, parce qu'il faut savoir aussi que je suis CPE à la base, et qui a accepté l'émission de DAVL. Souvent dans mon établissement, j'observais un petit peu les collègues que j'avais autour de moi, et de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a toujours des compétences à valoriser. On est tous différents, c'est ce qui fait notre richesse. Donc j'intégrais toujours un collègue dans ces projets, même s'il y en avait un ou deux, et au fur et à mesure, on mettait en relation avec les élèves, et puis au fur et à mesure ça prenait, si tu veux, première année peut-être qu'il n'y avait que 2 collègues, deuxième année il y en avait 3, et puis le fait que ça existe, que ça devienne quelque chose de constant, eh ben, d'autres s'approchaient et posaient des questions et s'amenaient peut-être à travailler dans leur domaine de compétences. Si tu veux, au début on est peut-être 1 ou 2, c'est tout à fait normal, tous les engagements ont commencé avec une minorité,
Mais de permettre, de montrer aux collègues que ça, voilà, ça ouvrait un petit peu un champ du possible tout à fait différent. Et les élèves ont un autre comportement, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus forcément l'enseignant comme le prof, celui qui transmet, mais comme le prof aussi qui partage et avec qui on peut échanger. Et il y a une confiance qui existe avec le collègue enseignant. Et j'assure, moi, depuis le temps que je suis dans l'éducation nationale, que le climat scolaire change radicalement. Il m'arrivait des fois d'avoir des conflits avec des élèves, et quand un collègue qui animait un atelier, que ce soit un atelier débat ou un atelier cuisine ou un atelier tambour, arrivait pour... Oh, c'était réglé en même pas 30 secondes. Oui, monsieur, d'accord, monsieur, j'ai pas compris. Donc, oui, je pense qu'il faut permettre aux collègues aussi de, bah, de se détacher un petit peu peut-être de ce statut d'enseignant, hein, mais aussi de prendre en place ce statut d'éducateur, d'animateur, hein, et qui permet aussi à nos jeunes d'avoir confiance en notre institution. Pour moi, oui, c'est possible. Et surtout si le chef est d'accord, alors là, pour moi, il n'y a plus de frein. Alors effectivement, et puis on a aussi beaucoup de réactions là qui se rejoignent dans le chat, nous disant, et au-delà des enseignants, les assistants d'éducation, les agents, les techniciens, techniciennes de labo, etc. Voilà, c'est vrai que rappeler qu'on est une communauté éducative, quand on décide de s'engager pour lutter contre les déchets, évidemment, on va mettre l'intendance dans le coup, évidemment, on va mettre les agents qui travaillent dans la restauration dans le coup, et c'est très important. Alors, moi, je vais forcément avec ma vision prof et notamment prof d'histoire géo, rappeler également qu'il y a quand même un cadre qui a priori est fait pour ça, c'est l'EMC. L'EMC, en fait, la notion d'engagement, elle est partout en EMC. Dans la préparation de ce webinaire, je me suis replongé dans les programmes de tous les cycles et puis ensuite du lycée. Et en fait, dans les compétences en EMC, on a explicitement, je cite, s'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement. Mais on a aussi prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement, développer une conscience civique, savoir s'intégrer dans une démarche collaborative, être responsable de ses propres engagements, être responsable envers autrui. Et quand on passe au lycée, on passe à une réflexion justement autour de l'engagement pour expliquer qu'aujourd'hui, le lien social est peut-être en train de se casser, faute d'engagement, et qu'il faut essayer de renouveler ces différentes formes d'engagement. Et pour moi, l'EMC, c'est clairement une porte d'entrée. Alors attention, je ne voudrais pas que ça soit vu comme une façon de faire la promotion du travail du prof d'histoire géo, parce qu'en fait, pour moi, justement, c'est exactement l'inverse. On sait, chef d'établissement, que beaucoup, souvent, utilisent l'EMC parce que c'est un petit créneau, comme une variable d'ajustement dans les emplois du temps. Et que parfois on utilise l'EMC pour combler un poste, sauver un poste, etc. Le problème, c'est quand on fait le bilan avec les élèves de l'enseignement de l'EMC, c'est toujours catastrophique. Voilà, moi, c'est une des premières questions que je pose quand j'accueille les élèves en lycée, en seconde, en leur disant « Qu'est-ce que vous avez fait en EMC ?» J'en ai quand même une bonne moitié qui me disent « Quoi ?» Voilà. L'autre moitié me dit « C'est un cours. C'est un cours comme un autre qu'on intercalait. Alors, c'était fait par le prof d'histoire géo. Il l'intercalait entre de l'histoire et de la géographie. Et pour moi, ça, c'est pas possible. C'est clairement pas possible parce que dans les textes tels qu'ils sont faits actuellement, l'EMC n'est plus vraiment pensé comme un enseignement et surtout pas comme un enseignement magistral. Il est conçu comme étant un espace d'engagement pour les élèves où on va valoriser la prise de position personnelle à l'oral, à l'écrit, le développement de projets individuels, collectifs. Alors, je sais que derrière tout ça, il y a quand même des questions très matérielles quand il faut organiser les emplois du temps. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser vraiment l'EMC au service d'équipes qui sont déjà convaincues et qui vont porter des projets et qui petit à petit vont justement pouvoir convaincre d'autres collègues, intégrer d'autres personnels. Il y a à mon avis quand même énormément à faire sur ces questions. Alors ensuite, on a une question qui porte sur
la barrière, je réutilise les mots qui ont été utilisés, la barrière qui existerait entre l'engagement au sein d'un établissement et l'engagement à l'extérieur. Finalement, la remarque du ou de la collègue est de dire est-ce que finalement, parfois, il n'y a pas un petit peu de pudeur de la part des élèves de se dire que l'école, c'est le milieu très académique et finalement, ce qu'on fait à l'extérieur de l'école n'a pas à rentrer en ligne de compte à l'intérieur de l'école. Comment on fait pour régler cette dichotomie? Oui, euh, je suis d'accord, il faut. Je sais que depuis 4 ans, effectivement, au sein de l'académie, on tente de travailler avec les partenaires. Et c'est vrai que quand on arrive à dynamiser les MDL qui travaillent avec des partenaires extérieurs, ça décomplexe un petit peu. C'est-à-dire que ce soit aussi bien sur un plan culturel, artistique, ou bien même avec les entreprises, hein, ça décomplexe un petit peu. Mais c'est vrai, on ne va pas mentir que l'école reste quand même une institution assez si tu veux, cloisonnée pour nos élèves. C'est l'école. Là, c'est l'école. Dehors, c'est le quartier, c'est le quartier. Donc effectivement, j'ai envie de dire que le CVL reste encore très structuré, mais que la MDL ou le FSE permet de faire rentrer un petit peu, si tu veux, l'extérieur dans l'établissement, les partenariats. C'est pour ça qu'on essaye, nous, vivement, de faire des partenariats avec les entreprises et avec les associations de l'académie. Ok, ok. Alors effectivement, hein, on voit qu'on a des choses qui se mettent en place un petit peu partout. Moi, dans mon établissement, on avait pris l'habitude d'organiser, notamment en seconde, des rencontres avec les associations locales et sous un principe un petit peu original, si ça peut inspirer certaines pratiques dans d'autres établissements. La première partie consistait à dire que pourriez-vous faire pour rendre le monde meilleur? Alors en fait, on commençait toujours par le film Un monde meilleur. On leur montrait les premières scènes de ce film pour leur montrer que parfois on peut avoir un élève qui a une idée géniale, une idée toute simple, pas forcément utopique, mais toute simple, mais qui peut avoir des conséquences gigantesques, d'où l'effet papillon, etc. Donc il y avait toute une discussion autour de ça. Et ils repartaient avec un devoir qui était de dire, mais alors vous, quelle est votre idée pour changer le monde? Mais pour changer le monde, vraiment. Et lorsqu'ils revenaient dans la séance de MC 15 jours plus tard, il y avait un public. Un public composé de représentants associatifs locaux qui sont là pour les écouter pendant 2 heures et leur dire, bah écoute, voilà, très intéressante ton idée, ça nous semble possible, ça nous semble pas possible, mais qui surtout termine la séance en disant bon, bah, très bien. Maintenant, nous, on vous dit qui on est et nos portes sont ouvertes. Voilà. Donc, votre idée, là, nous, elle nous intéresse. Alors, en fait, si vous voulez, on continue la discussion mercredi après-midi dans nos locaux. Là, cette idée, nous, on a peut-être, a priori, c'est pas notre créneau, mais on peut vous conseiller d'autres associations où on a des subventions et on peut vous donner des moyens, on peut vous donner du temps, on peut vous donner de l'expertise. Et en fait, voilà, encore une fois, ça part des élèves, ça permet de rencontrer du tissu associatif extérieur. Et là, finalement, l'école ne joue le rôle que d'un tremplin. On dit à nos élèves, voilà, nous, on a initié votre réflexion et maintenant, continuez à aller vous épanouir à l'extérieur. Et puis, on espère qu'ensuite, vous allez revenir avec toutes ces compétences encore plus riches à l'école. Mais alors, du coup, se pose la question de la valorisation. Comment fait-on, et est-ce à l'école, de valoriser ces formes d'engagement, y compris lorsqu'elles sont à l'extérieur? Alors, c'est vrai que c'est une question qui m'est revenue souvent. Madame, à quoi ça sert? Est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Ça va me permettre sur Parcoursup, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que vraiment je vais gagner? Alors, oui, effectivement, il y a une reconnaissance sur Parcoursup de l'engagement, que ça soit, qu'importe, que ce soit CBL, MDL ou bien même dans une association interne dans l'établissement. Mais au-delà de ça, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que en termes de développement personnel, de confiance en soi, ça leur apporte énormément. Ils peuvent argumenter, c'est-à-dire
On n'est pas obligé forcément de leur donner un papier en disant oui, à assister au conseil d'administration, mais c'est à eux. Et c'est bien aussi cette réforme, enfin personnellement pour moi, du bac sur le grand oral, de pouvoir argumenter, d'expliciter ce qu'ils ont fait. Et ils le vivent. C'est-à-dire qu'ils se remémorent tout ce qu'ils ont connu, les obstacles, les compromis qu'ils ont dû mettre en place, les débats. Et ça les fait grandir. Parce qu'au-delà de ça, notre société actuellement, au-delà des diplômes, elle demande quand même des jeunes qui savent se défendre, qui savent se vendre et argumenter. Donc évidemment, on peut avoir un bac plus 5, un bac plus 10, ça c'est très bien. Mais aujourd'hui, il y en a tellement qui en ont que qu'est-ce qui fait la différence? Et cette différence, elle est aussi sur qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu défendre et comment j'ai pu exister en tant qu'effectivement écolier, collégien, étudiant et aujourd'hui comme citoyen à part entière. Donc oui, ça leur apporte dans tous les cas, mais il ne faut pas leur mentir. Moi, je sais que quand je suis en phase 2, je leur demande souvent de quoi avez-vous besoin? Comment voulez-vous qu'on vous aide? Et qu'est-ce que vous voulez concrètement? C'est une génération zapping aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas leur faire un cours magistral de 4 heures. Hein. On les a perdus au moins de 30 minutes. Hein. Aujourd'hui, il faut que ça réponde du tac au tac. Et souvent, et je le dis humblement, j'apprends beaucoup d'eux. J'apprends énormément d'eux. Je suis assez éloignée de l'actualité des réseaux sociaux. Mais alors, des fois, je suis sur les genoux hein, quand je vois ce qu'il y a dans cette actualité. Et je pense que cet échange avec eux nous grandit aussi ensemble. Voilà, ce système intergénérationnel est important et crée vraiment une solidarité, une confiance. Alors c'est vrai que on voit toujours hein, qu'on est finalement peut-être en train de construire des choses, non seulement pour eux, mais avec eux, et y compris sur cette forme de valorisation. Alors c'est vrai que cette question, elle devient prégnante au lycée. Hein, la pression de Parcoursup devient de plus en plus forte au fur et à mesure que les années avancent. Et finalement, en lycée, nous, l'un des enjeux, c'est de leur apprendre à valoriser leur parcours. Et en fait, on voit, je trouve, dans plusieurs établissements, des systèmes qui commencent à se mettre en place pour pouvoir valoriser leurs engagements. Alors parfois, ça passe sous la forme de badges, et des badges qui ensuite sont intégrés dans Parcoursup, valorisés d'une façon ou d'une autre, sous la forme d'une appréciation. Et moi, ce qui m'interroge aussi, c'est finalement quelque chose qui pourrait venir du haut. On sait par exemple que dans les instituts d'études politiques, désormais, l'engagement est intégré comme une composante à part entière. C'est-à-dire que les étudiants ont du temps dans leur cursus qui est vraiment dédié à une forme d'engagement et il faut qu'ils s'engagent d'une façon ou d'une autre, ils doivent rendre un rapport, etc. Est-ce que tu penses que ces formes d'engagement avec du temps dégagé pourraient à un moment donné trouver leur traduction dans l'enseignement secondaire au collège et au lycée? Je ne sais pas. Je pense que c'est un sujet qu'on devrait aborder avec eux. Il faut qu'ils nous donnent leur vision des choses, hein, parce que tu sais que les jeunes, quand tu leur imposes quelque chose, direct, ils disent non. Hein. Ça, ils sont dans leur rôle. Je pense qu'il faut débattre avec eux, il faut voir, parce que pour eux, c'est pas, c'est naturel à un moment donné. S'engager, on n'a pas à me dire de m'engager. Si je le fais, c'est parce que j'y crois, je veux le faire, et j'ai pas forcément besoin qu'on me dise c'est bien. C'est parce que je voulais le faire. Donc, je sais pas, ça mérite un sujet, un débat. Je pense que j'aborderai ce sujet avec eux dans les inter-CVL et inter-CVC pour avoir leur ressenti. Parce que moi, je le dis souvent, hein, tu sais qu'une génération, avant, on pensait que c'était 10 ans. Maintenant, j'ai l'impression que c'est tous les 5 ans qu'on a une nouvelle génération. Donc, les points de vue changent énormément. Et je pense que, quand, je le rappelle, hein, il faut être humble parce qu'on apprend énormément d'eux. Leur vision du monde n'est pas du tout la même que la nôtre. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Je ne sais pas si tu as remarqué, beaucoup de jeunes diplômés renoncent à leur diplôme, renoncent à travailler dans de grandes sociétés pour répondre à leurs valeurs, c'est-à-dire le développement durable, la protection de l'environnement, faire quelque chose de concret pour eux. Donc nous, ça nous déstabilise parce que nous, on a toujours été très formatés sur, bon, tu fais des diplômes, tu rentres dans une entreprise, non, eux, c'est fini, c'est plus ça. Donc, je pense réellement que ça vient d'eux.
Je veux m'engager parce que j'y crois, tout simplement. Ne me dis pas que c'est parce qu'on m'a dit non. Enfin, pour moi, c'est mon point de vue. Il faut les laisser parler. Voilà. Alors, merci. On a plusieurs témoignages, hein. Merci beaucoup dans le chat qui nous donnent des exemples de projets qui ont mené à des formes d'engagement, à des formes de travail, de coopération avec des associations de quartier. Et finalement, ça s'est traduit par une forme d'engagement, mais aussi par un travail, en fait, des élèves, un investissement qui devient un investissement scolaire. Et ça, c'est aussi quand même un aspect très, très intéressant de se rappeler que nous, en tant qu'éducateurs, membres d'une équipe éducative, ce qui nous intéresse aussi, c'est pas seulement qu'ils s'engagent pour s'engager, c'est qu'ils utilisent ce biais pour continuer à apprendre. Et on voit bien là par les exemples qui nous sont donnés alors par Sandrine, que finalement ce projet dédié à une forme d'engagement a fini par se traduire par un travail scolaire sur la prospective en géographie, et c'est dans les programmes en fait. Finalement, on fait le programme sans en avoir l'air, ce qui m'invite finalement à revenir sur un aspect qui nous travaille aussi quand on est dans les équipes laïcité, valeurs de la République. C'est-à-dire comment on arrive à utiliser l'engagement pour faire passer ces valeurs républicaines que l'on doit faire passer, qui nous tiennent à cœur, qui sont en haut de la liste des compétences des enseignants et du personnel éducatif de manière générale. Comment on arrive à faire le lien entre l'engagement et l'adhésion de nos élèves aux valeurs de la République? Ben, moi, j'ai envie de te donner un exemple. Nous avons travaillé avec, si tu veux, l'armée, puisque bon, nous avons quand même le RSMA, on a aussi 3e REI en Guyane. Et à un moment donné, on a fait un projet sur, si tu veux, le développement durable sur les sites d'orpaillage clandestin, avec le mercure qui abîme la forêt amazonienne, qui est un gros fléau chez nous. Donc, avec des élus du CVL et du CAVL, nous avons monté un projet. Et la problématique pour rentrer dans le site de l'armée, c'était qu'il fallait que nos jeunes soient français. Et là, ça m'a causé un problème. Et à un moment donné, lors de la convention, j'avais retiré, si tu veux, cette notion d'être français, mais ils l'ont vu, ils l'ont remis. Et j'étais obligée de parler avec les responsables en disant, le problème, c'est que nous recevons sur notre territoire une majorité d'enfants qui n'ont pas la nationalité française, mais qui croient fortement aux valeurs de la République, aux valeurs de la laïcité, et qui veulent aussi participer à ça, et qui sont conscients de la chance qu'ils ont d'être sur un territoire où on peut... où on a le droit d'être formé, on a le droit de s'engager sans avoir une pression politique ou autre. C'est un droit régalien d'être à l'école, d'avoir ses valeurs républicaines. Ça a été accepté, c'est-à-dire qu'on a accepté que ces jeunes puissent venir. Et à la fin, il y a eu un débat aussi sur le sentiment d'appartenance à la France, avec des légionnaires aussi. Et ça a enrichi ces jeunes-là. Parce qu'ils se sont dit, nous, on sait ce que c'est de ne pas être français, mais on sait ce que c'est d'être sur un territoire français où on a la chance de vivre ça. Donc, tu vois, à travers quand même nos établissements, on a cette possibilité de partager nos valeurs et de faire en sorte que ces jeunes y adhèrent. Et pas de manière contrainte, mais vraiment parce qu'ils voient cet avantage qu'il y a. Et souvent, lorsqu'ils vont demander leur naturalisation, hein, ils auront cet argument-là, de dire, voilà, j'ai pu m'engager sur ces secteurs-là, j'ai pu avoir cette connaissance-là. Donc, je pense que c'est une plus-value pour nous. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va arriver à la fin de ce webinaire. On a donc vu ensemble durant 7 heures que finalement, on a différentes formes d'engagement aujourd'hui qui sont possibles dans les établissements scolaires, que souvent les nouvelles formes d'engagement qui émergent sont portées par les élèves, et que finalement, ce qui est important pour nous en tant que membres de l'éducation nationale, c'est de les accompagner,
et les accompagner en laissant une liberté suffisamment grande pour qu'ils se saisissent de cet espace, qu'ils construisent des projets, quitte parfois à nous surprendre, et peut-être tant mieux parfois, nous surprendre, en gardant également à l'esprit qu'on a quand même des cadres qui existent. On a des référents dans les différents rectorats, comme il a dit, qui aident, qui accompagnent les équipes au quotidien. On a également toutes les institutions qu'on a évoquées, CVC, CVL, Maison des lycéens, etc., qui sont là pour nous aider. On a les programmes qui incluent cette forme d'engagement. Et donc, du coup, à l'intérieur de ce webinaire, on espère aussi que vous avez pu repartir avec quelques idées à l'intérieur d'une boîte à outils. Quelques idées à souffler à certains enseignants parfois pour qu'ils mettent en place certains projets, quelques idées à mettre en place dans le cadre de l'accompagnement des différentes institutions. Donc voilà, merci encore à toutes et à tous. Vous voyez que Jeanne est en train de vous écrire quelques messages dans le chat. Vous aurez probablement une petite synthèse qui viendra à l'issue de ce webinaire. Et surtout, merci énormément Gladys de ton temps, de ta disponibilité, de ton expertise. Merci beaucoup. À toi, Mickaël. Et à bientôt à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir.